Bonjour à tous, bienvenue dans le Journal de l'Europe. Ce vendredi, on parle pédophilie en Pologne qui change le cours des élections. Plein feu aussi sur la Hongrie de Orban et l'esclavage moderne. On regarde dans les objets de l'Europe comment l'UE fait respecter vos droits numériques. Enfin, on s'interrogera sur la place de l'Europe dans le monde avec Contrefait. Pour suivre la campagne électorale aujourd'hui, nous regardons du côté de l'Italie. Le ministre de l'Intérieur et chef de la Ligue a prévu de réunir 10 partis d'extrême droite ce samedi à Milan. Matteo Salvini se voit déjà leader d'un groupe recomposé avec Marine Le Pen en numéro 2. Seulement voilà, son étoile est en train de pâlir. Si la victoire aux européennes lui est toujours promise, elle pourrait être moins éclatante que prévu. La Ligue qui frôlait 37% d'intention de vote tombe à 31%. Le mouvement 5 étoiles, l'autre parti au pouvoir populiste, reprend quelques couleurs avec 25% d'opinion favorable. Et à gauche, le Parti démocrate est lui crédité d'un petit peu au-dessus de 20%. La gauche anti-Salvini est en train de s'organiser. Regardons tout de suite ce reportage. Matteo Salvini monte sur scène un peu comme sur un ring, habillé d'un survêtement aux couleurs de l'Italie, prêt à combattre. Il vient de perdre 6 points d'intention de vote en 15 jours. Il y a toujours beaucoup de monde à ces meetings, mais désormais les opposants se font entendre. Des sifflets, des banderoles déployées sur les toits des immeubles voisins. Des militants de gauche sont tenus à l'écart par un solide cordon de police, mais malgré tout on voit des spectateurs qui tiennent un panneau -1. Sous-entendu, nous ne sommes pas des vôtres. Pour moi, s'il y a des banderoles, des sifflets, des drapeaux rouges, c'est pas grave, ça m'amuse plutôt. Depuis quelques semaines, Matteo Salvini affronte une série de contrariétés. Un de ses proches, qui était secrétaire d'État, a dû démissionner, soupçonné de corruption. Les relations avec Luigi Di Maio, l'autre chef de la coalition gouvernementale, sont très mauvaises, les polémiques sont quotidiennes. Et puis, il y a quelques jours, Matteo Salvini a tenu un meeting public depuis un balcon d'où Mussolini s'exprimait, initiative controversée. Pour la première fois, il subit un retournement de tendance. Les sondages le confirment. Probablement parce qu'il y a une sorte d'overdose de sa présence. Il est dans tous les médias, à la télévision. Et toutes les polémiques remontent à lui. Matteo Salvini se voit aussi reprocher d'abandonner son rôle de ministre de l'Intérieur, lui qui n'a passé que 19 jours au ministère lors des 6 derniers mois. Dans le même temps, il a tenu plus de 250 réunions publiques, des meetings où il parle peu, 15 minutes environ, et où il aime passer des heures à prendre des selfies avec ses supporters. Il y a des gens qui attendent ici depuis 1, 2 ou 3 heures. Le moins que je puisse faire, c'est de les remercier et de les saluer un par un. Malgré ces dernières déconvenues pendant la campagne, Matteo Salvini pense déjà au coup d'après. Direction la Pologne maintenant, avec des révélations sur le caractère systémique de la pédophilie dans l'Église. Samedi, le film documentaire indépendant Seulement ne le dit à personne a déclenché une véritable tempête politico-médiatique dans un pays de 40 millions d'habitants, dont 40% fréquentent la messe dominicale. Le film pourrait d'ailleurs nuire au PiS, le parti au pouvoir depuis 2015, qui affiche son identité catholique et son alliance avec l'épiscopat. Il a du coup fait passer en urgence une loi pour augmenter à 30 ans les peines pour les pédophiles. Au dernier sondage, ce parti au pouvoir remporterait 40% d'intention de vote. L'opposition se rapprocherait très très vite puisqu'elle est désormais unie à 37% des voix. Et puis il y a aussi un petit parti libertaire, Vosnia, crédité de 9% des voix. C'est maintenant l'heure de nos objets de l'Europe. Objets de l'Europe, c'est-à-dire qu'on décrypte en quoi les objets de notre vie quotidienne sont affectés par l'UE. Avec vous, Christophe Préau, bonjour. Vous êtes le directeur de toute l'Europe et vous nous avez emmené plein d'ordinateurs, tous vos écrans. Qu'est-ce que c'est? Remontrez-nous tout ça. Ordinateur. Bonjour Caroline, ordinateur, tablette et puis aussi... Montrez-les-nous bien. Et puis aussi smartphone. Voilà, parce que je vais vous parler du RGPD. Le quoi? Alors ça, c'est bien les mots horribles que l'Union européenne utilise pour des choses plutôt chouettes finalement, non? Oui, tout à fait, parce que le RGPD, qui est le règlement général de protection des données personnelles, permet de vous protéger, vous, Caroline, lorsque vous surfez sur Internet, et de maîtriser aussi toutes les informations personnelles que vous souhaitez communiquer. Vous savez qu'aujourd'hui, chaque jour, sur Internet, en Europe, 250 millions de personnes se connectent. Alors, des masses de données infernales transitent et sont stockées
des noms, des prénoms, des adresses mail, des numéros de téléphone, vos achats, votre navigation, votre profil de consommatrice, vous, Caroline. Donc tout ça, si vous voulez justement avoir la maîtrise de vos informations, le RGPD vous le permet aujourd'hui. Mais alors, c'est quoi justement les nouveaux droits avec l'Union européenne des consommateurs qui utilisent tous vos écrans? Le RGPD redonne justement des droits aux consommateurs. Il permet d'avoir accès à ces données personnels, de pouvoir les prendre, les collecter, les corriger, les supprimer, voire s'opposer à la collecte, et puis surtout de demander ces historiques. Si vous voulez, Caroline, vous pouvez vous demander à Facebook l'historique de vos discussions, et ils seront obligés de vous les transmettre. Sur Facebook. Alors, c'est quoi les nouveaux... c'est quoi finalement ça fonctionne facilement Comment ça fonctionne aujourd'hui? Quand vous allez sur un site internet, lors de votre première connexion, on est obligé de vous proposer, généralement à travers une pop-up, une fenêtre, d'avoir accès à la politique générale de gestion des données de l'entreprise, du site sur lequel vous allez consulter. Généralement, c'est le petit bouton « En savoir plus ». Donc, il faut bien le consulter pour savoir comment seront traitées vos données. Puis ensuite, on va vous demander de paramétrer votre ordinateur à travers la gestion des cookies. Alors ça, les cookies, c'est important parce que c'est ce qui permet justement, pour faire simple, entre votre terminal, tablette, smartphone ou ordinateur, de communiquer avec le site. Et c'est ce cookies qui justement permettra de définir votre profil et qui, lui, va aspirer toutes les données que vous allez rentrer. Et il communique aussi avec les réseaux sociaux. Ça, c'est quand on clique « I accept ». Voilà, si vous cliquez « I accept », alors là, vous avez le monde ouvert devant vous et tout le monde aspire votre profil. Et sachez que s'il y a un petit bouton aussi de partage Facebook ou LinkedIn sur cette page-là, même si vous ne cliquez pas dessus, si vous avez accepté ce cookies-là, vos données seront transmises sur les réseaux sociaux. C'est bon à savoir. Merci Christophe Préau d'avoir été avec nous. Alors, protégez-vous. On prend maintenant le bus de l'Europe, direction la Hongrie, où le Premier ministre Viktor Orban continue d'occuper l'espace politique. Oui, la Hongrie compte 9 millions de citoyens, près de 8 millions d'électeurs, entrés dans l'Union européenne en 2004. Elle n'est pas dans la zone euro et elle doit élire 21 eurodéputés dans un scrutin proportionnel de liste. Avec au moins 5% de suffrages exprimés pour être élu au Parlement. Alors écoutons tout de suite la vision d'un Hongrois, Daniel, 26 ans, étudiant, sur les enjeux de ces élections européennes selon lui. Pour moi, personnellement, l'Union européenne représente la paix et la coopération surtout. Et puis aussi la perspective d'une Europe qui reste compétitive au XXIe siècle. Le sujet numéro 1 ici, à la veille des élections européennes, c'est l'immigration. Parce que le gouvernement hongrois dépense des sommes colossales pour mener des campagnes visant à alarmer les gens sur ce sujet. En fait, c'est parce que ça sert leur intérêt en termes de politique intérieure. Ils essayent de centrer toute leur campagne sur un agenda anti-Union européenne et anti-immigration. Bien sûr que je vais aller voter lors des prochaines élections, tout simplement parce que chaque vote compte. Pour moi, c'est vraiment une responsabilité cruciale pour chaque citoyen. Je vais voter pour que mes idées soient représentées. Notre bus de l'Europe nous emmène visiter cette démocratie illibérale de Viktor Orban. On aurait pu croire à un déclin du Premier ministre lors des grandes manifestations qui ont réuni des milliers de personnes en 2018. C'était le réveil de la société civile contre les réformes des heures supplémentaires, stoppées finalement, faute d'une opposition unie. Néanmoins, les conditions de travail restent un sujet fort débattu lors de ce scrutin européen, comme nous le raconte notre reporter du bus, Karina Chapour. Dans la banlieue de Budapest, Blanca Nagy, 19 ans, profite du week-end pour rendre visite à sa famille. Exceptionnellement, ses parents ne sont pas à l'usine. Ils sont ouvriers chez Mercedes, 40 heures minimum par semaine pour 625 €. Mais depuis cette année, ils peuvent enchaîner jusqu'à 56 heures pour le même salaire.
Avant, on travaillait du lundi au vendredi et on pouvait, si on voulait, faire des heures supplémentaires qu'on acceptait en général. Mais ce n'était pas une obligation. En cause, la réforme du Code du travail. Elle permet aux employeurs de demander à leurs salariés jusqu'à 400 heures supplémentaires chaque année, l'équivalent de 2 week-ends par mois, payés jusqu'à 3 ans plus tard. Une loi qualifiée d'esclavagiste par des milliers de Hongrois, descendus dans la rue pour crier leur colère contre la réforme et contre le Premier ministre Viktor Orbán, accusé de dérive autoritaire. Depuis ce discours, Blanca est devenue l'une des figures de la contestation. Soutenue par ses proches, la jeune fille prépare son bac et s'inquiète pour l'avenir de son pays. Dans ma classe, et même dans toute l'école, beaucoup de gens veulent partir à l'étranger. Certains me disent qu'ils ne voient pas leur futur ici. Ces dernières années, 350 000 Hongrois ont quitté le pays en quête de meilleurs salaires. C'est 5% de la population active. Dans cette usine de pneus à 80 km au sud de Budapest, les 3100 salariés ne suffisent plus à tenir les cadences. Remobilisé, le syndicat a pu faire barrage à la nouvelle loi et a obtenu des hausses de salaire. Une victoire, mais ses ouvriers restent sur leur garde. Je ne vais pas parler des thèmes qui pourraient me créer des problèmes. La direction peine à recruter en Hongrie. Et ils ont commencé à chercher des gens à l'Est, venant de pays moins développés, des Ukrainiens, des Mongols et même des Indiens. Recourir à une main-d'œuvre étrangère, le sujet est tabou en Hongrie. Un peu partout, le gouvernement nationaliste affiche la couleur « Stop à l'immigration ». À la place, son porte-parole vante les heures supplémentaires et les mesures pro-natalité. Il faut en priorité prendre soin de sa famille, de sa population. C'est une différence philosophique avec ceux qui souhaitent dépendre d'une main-d'œuvre étrangère. Plus les migrants entrent dans un pays, plus cela change la culture, la civilisation d'un pays. On ne veut pas ça, on ne veut pas que la Hongrie devienne une terre d'immigration. Une politique injuste et inefficace selon l'opposition qui tente de se ressouder. Mais avec plus de 50% des intentions de vote, Viktor Orbán reste le grand favori des européennes. C'est ainsi que s'achève notre étape hongroise. Prochain arrêt du bus, la Pologne, pays de 38 millions d'habitants, où depuis le retour au pouvoir du Parti conservateur Droit et Justice, certains droits des femmes, comme l'avortement, sont en régression. Et pour terminer, l'Union européenne vit une vraie rivalité commerciale et diplomatique avec la Chine, la Russie ou les États-Unis de Donald Trump. Alors, est-ce que l'UE est un nain diplomatique? Mathilde Bénézé nuance dans Contrefait. L'Union européenne, géant économique mais nain diplomatique? C'est en tout cas ce qu'estime Michèle Alliot-Marie, ancienne ministre des Affaires étrangères et de la Défense. C'est en grande partie vrai, voilà pourquoi. Avec seulement 7% de la population, l'Union européenne représente 21% du PIB mondial, ce qui en fait la seconde puissance économique derrière les États-Unis et devant la Chine. Mais si l'Europe pèse dans l'économie mondiale, elle peine à faire pencher la balance sur le plan politique. Quel numéro pour l'Europe, ironisait Kissinger, conseiller du président américain Nixon. En effet, malgré l'existence de la haute représentante aux affaires étrangères, les 28 pays membres de l'UE restent absolument souverains dans la conduite de leur politique étrangère. Sans vrai leadership, l'UE est incapable de dénouer les grands problèmes du monde, comme le conflit israélo-palestinien ou le dossier iranien détricoté sous ses yeux par Donald Trump. L'exception qui confirme la règle, la crise ukrainienne, durant laquelle les 28 ont fait front et ont su imposer leurs sanctions contre la Russie. L'Union européenne ne regarde pourtant pas à la dépense lorsqu'il s'agit d'aider les autres pays à se développer. Avec plus de 75 milliards d'euros donnés, elle reste la puissance la plus philanthrope au monde, mais la diplomatie du portefeuille ne lui réussit guère. Sur le plan de la défense, l'UE est également à la traîne avec seulement 1,4% de son PIB dépensé contre plus de 3% aux États-Unis ou encore 4,2% en Russie.
Économiquement, l'Europe a beau boxer chez les poids lourds, elle reste décidément un poids plume diplomatique. Merci à vous d'avoir suivi ce journal de l'Europe. À très bientôt à tous.